Firmin Gbekon, vice-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias avec lui. On parle bien sûr de ce nouveau code de déontologie et de l'éthique dans les médias qui a été donc adopté. Bonjour et bienvenue, Monsieur Gbekon. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Je bénis le Seigneur et vous-même? Ça va, Dieu merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes donc vice-président de l'ODEM et vous êtes par ailleurs directeur de publication du journal Le Meilleur, pour ne pas dire directeur tout simplement du journal Le Meilleur. Merci d'être avec nous sur 5 sur 7 matin. À quand date, on va dire, le dernier code de déontologie et de l'éthique dans les médias? Il y a juste 72 heures, je pense. C'est le 20. Avant qu'il ne soit amendé, je veux dire. Le 28. Le tout dernier. Avant que celui-ci ne soit adopté, ne soit revu récemment. Le 28, là. Le dernier code, sinon l'avant-dernier code, je vais dire, le tout premier code date de 99. 25 octobre 99. Là, ça fait 25 ans après. Nous avons entamé un long processus depuis 2 ans, qui a abouti le 28 février dernier, date qui coïncidait fort heureusement avec le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à toiletter ce test-là? Alors, 25 ans, un quart de siècle après, et il y a bien des choses dont il faut tenir compte désormais dans la pratique, dans l'exercice même de notre métier. Au moment où les anciens, les doyens, comme nous aimons les appeler, avaient pensé à ce code, il n'y avait pas, par exemple, beaucoup de femmes dans le métier. Il n'y avait pas encore cette digitalisation de la presse. Il n'y avait pas l'Internet à outrance dans le métier. Et il y avait beaucoup d'autres choses que nous avons prises en compte maintenant dans le nouveau code. Très bien. Donc aujourd'hui, ce nouveau code contient 33 articles, 25 devoirs et 8 droits, articulés autour de quel point? Alors, je voudrais qu'on retienne, comme vous l'aviez posé dans votre question, avant d'arriver à ce nouveau code, il y a l'ODEM qui a fait d'abord un travail, un véritable périple que nous avons entamé et que nous avons appelé les journées d'éthique et journées déontologiques. Voilà, merci. Qui nous a permis de parcourir les 12 départements du pays en récoltant les préoccupations des confrères et des consoeurs. Vu l'ancien code, quelles sont vos préoccupations actuelles? Donc nous avons fait ce travail. Et après avoir fait ce travail, l'Union européenne, par le biais du projet Média B, conduit par l'ONG WeWorld et ses partenaires, s'est proposé d'accompagner la suite de ce processus qui s'inscrit parfaitement dans sa vision des objectifs. Et c'est ce qui nous a conduit à agencer les éléments nécessaires en nous basant effectivement sur tout ce qui existait déjà pour pouvoir avoir le code approuvé depuis le 28 février dernier. Alors, que retenir de ce nouveau code? Mais avant, que retenir de ce nouveau code pour les téléspectateurs qui sont profanes, qui ne sont pas forcément intégrés dans notre corporation? On va pouvoir leur expliquer ce que c'est que le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Alors, lorsqu'on parle de code, c'est l'ensemble des règles qu'une corporation se donne pour exercer le métier dans le respect total des aspects juridiques, professionnels, pour que nous sommes justement dans le domaine de la presse. Les consommateurs de l'information que constitue le peuple ont besoin des informations vraies, vérifiées. Et pour faire ce travail, il faut être cadré, je vais dire, par des tests que nous nous sommes donnés. Et le code de déontologie et d'éthique dans les médias, c'est l'ensemble des règles que nous nous sommes donnés, l'ensemble des règles que doit respecter tout acteur des médias afin d'exercer dans la légalité, dans le respect total des tests qui régissent quand même le fonctionnement de notre pays, son métier
pour que lui qui informe puisse informer dans les droits, celui qui reçoit l'information puisse recevoir l'information vraie et vérifiée dans les normes. Est-ce que ce code-là a une dimension coercitive ou c'est juste pour des questions de morale, de valeur, de bonnes mœurs? Nous disons que c'est d'abord pour des raisons de morale et de bonnes mœurs, mais en tant que tribunal des pairs, l'observatoire de déontologie et d'éthique dans les médias, l'ODEM, dont je suis le vice-président et je salue au passage mon président qui m'a autorisé à venir sur ce plateau, Patrick Jossou qui en est un conseiller. L'ODEM s'occupe de tout ce que nous pouvons appeler, est-ce qu'il faut l'appeler dérapage? Lorsque nous sommes sur ce plateau, tout nous est permis comme tout n'est pas permis. Tout nous est permis comme tout n'est pas permis. Tout à l'heure, vous avez fait la revue des titres. Et dans cette revue des titres, il y a des journaux que vous avez cités. On ne peut pas dire du n'importe quoi. Lorsque vous ne respectez pas, par exemple, les règles que nous nous sommes données, le code de l'information qui existe au Bénin, lorsque vous ne respectez pas tout ça, l'ODEM peut être saisi par quelqu'un qui se plaint ou peut s'auto-saisir. Et au sein de l'ODEM, où se trouvent des conseillers, qui sont tous des journalistes, nous nous penchons sur ces plaintes-là, qu'on analyse, qu'on étudie, afin de voir où est-ce que le journaliste a fauté. L'ODEM se positionne donc un peu comme un censeur des bonnes mœurs. On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Et ce tribunal des pairs, je pense que c'est préférable au barreau, hein, c'est préférable au barreau parce que le linge sale se lave en famille. Et depuis que nous nous sommes installés il y a bientôt 2 ans, nous avons essayé de faire quand même notre petit bonhomme de chemin et je pense que les fruits sont en train d'être comme on peut le dire, à la... Les fruitiers, la promesse des à fleurs. La promesse des fleurs. Alors, venons-en justement à ce code de déontologie adopté il y a juste quelques jours. On parle de 33 articles, je l'ai rappelé tout à l'heure, de 25 devoirs et de 8 droits. Pardon 25 devoirs et de 8 droits. Voilà. Pourquoi autant de devoirs et peu de droits? vous devez le savoir. Pourquoi autant de devoirs et peu de devoirs? En réalité, pourquoi autant de devoirs et peu de droits? Devoirs d'abord parce que nous sommes appelés à faire un métier noble qui mérite respect et engagement, abnégation totale. Et vous prenez votre maison, je pense que vous avez le droit de vivre aisément dans votre maison, mais vous avez plus le devoir de bâtir votre maison de façon décente. Vous avez plus le devoir d'entretenir votre maison pour qu'elle continue de vous abriter comme vous l'auriez souhaité. Plus de devoirs que de droits. C'est le métier que nous exerçons qui l'exige comme ça. Et les droits, en réalité, c'est le chiffre, sinon que ça nous protège globalement. Dans l'entièreté, le journaliste est protégé aujourd'hui par le nouveau code, et les droits qui lui indiquent ce qu'il a à faire pour mieux exercer son métier, les devoirs qui sont là pour lui dire mais il exerce un métier noble et on ne doit pas l'embêter, on ne doit pas, il mérite respect comme le médecin, comme l'avocat, comme tout autre corps de métier. Voilà. Très bien. Alors, Patrick, justement, vous êtes conseiller à l'ODEM. Vous recevez sans doute forcément beaucoup de plaintes. Oui. C'est à juste titre qu'il fallait toiletter ces tests-là, leur insuffler un sang neuf pour leur permettre d'être adaptés aux réalités de l'heure. Oui, tout à fait. C'est à juste titre parce qu'il y a eu un moment où la population se sentait un peu lésée. Lésée, pourquoi ? Certains se disent, les journalistes, quand ils sont là, c'est pour porter des nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses. Il y a eu aussi un moment où les plaintes
des populations étaient nombreuses. Beaucoup de personnes se disent que le journaliste ne peut plus dire vraiment la vérité. On ne croyait plus aux journalistes. Et on a fini par remplacer les journalistes dans la tête par tous ceux qui interviennent sur des plateformes virtuelles, tous ceux qui sont activistes web ou web activistes, et eux-mêmes se réclament journalistes. Et dès qu'il y a une activité, dès qu'il y a un événement, ils se mettent dans la peau de journalistes pour divulguer l'événement sans tenir compte de ce que l'on peut donner comme information, ce qui est bien à dire, ce qui est bon à dire, et sans tenir compte du fait... Ils ne se soucient pas vraiment des règles du métier. Ils ne se soucient d'aucune règle du métier. Et ce qui est encore plus grave, ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas des règles, mais ils inventent, ils sont dans l'invention d'informations. Ils sont dans la désinformation, dans la malinformation, dans la mésinformation. Et dans la manipulation de l'information. Oui, donc c'est une manipulation totale. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour redonner pour redorer le blason de la presse, pour donner encore cette noblesse de ce métier qui est quand même un métier noble. C'est le seul métier où, sans faire de serment, on est astreint à un serment. On ne fait pas directement de serment. L'avocat fait un serment. Le médecin fait un serment. Le serment d'Hippocrate pour le médecin. L'avocat, il fait le serment, et le serment, c'est de plaider une bonne cause. Mais l'avocat, malgré son serment, a le droit de mentir. Ce que le journaliste n'a pas. Le journaliste n'a pas ce droit-là. Le journaliste ne doit pas mentir. Vous voyez, lui ne fait pas de serment, mais il ne doit pas mentir. Il doit dire la vérité, rien que la vérité. Il doit rester collé aux faits. Il doit rester collé aux faits. Comment rester collé aux faits sans déraper, sans que les faits ne puissent vous astreindre à être même emprisonné? Parce qu'il y a des faits qui ne peuvent pas être présentés. Il y a des images macabres qu'on ne peut pas montrer. Parce que l'éthique empêche de montrer ces images-là. Lorsqu'on est en journalisme, on vous apprend qu'il y a des images qu'on ne montre pas, qu'il y a des images qui sont illicites, qu'il y a des images qui sont illégales, qu'il y a des images qui sont, je dirais, ordurières. Mais lorsque vous n'apprenez pas ça, ou lorsqu'il n'y a pas de test pour pouvoir vous cadrer, vous vous sentez libre et vous faites, excusez l'expression, du n'importe quoi. Et c'est pour éviter de se retrouver dans ce n'importe quoi que le code avait été libéré, avait été édité par les journalistes. Et en ce moment où on éditait le code, on disait le code de déontologie de la presse béninoise. Et dans ce code, il y avait aussi l'éthique, mais on n'en parlait pas, on n'affichait pas le fait qu'il y a l'éthique. Et l'éthique, on ne peut pas faire cette déontologie sans l'éthique, sans la morale, sans tout ce qui touche autour de ce qu'il y a à faire de bien pour que la société se sente bien dans sa peau. Il n'y avait pas cette éthique. L'ODEM, 9e mandature, a pensé retoiletter. Parce que les plaintes les plaintes qu'on recevait, c'était des plaintes qui ne pouvaient pas ne pas attirer notre attention sur le fait que les journalistes ont commencé par oublier l'éthique, par mettre l'éthique de côté. Dès qu'il y a une information, on s'y lance. Ça partait un peu en cacahuète. Oui, ça partait en cacahuète. Et ceux qui venaient déposer les plaintes, ils étaient horrifiés parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans la presse? Et nous, on a dit, mais allons-y. On a essayé de régler. Mais chaque fois qu'on fait recours au test, il y a toujours quelques petits sujets, quelques petits points qui n'étaient pas des points assez sensibles. Il fallait mettre l'accent sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, non, nous ne pouvons pas toucher au test. L'ODEM ne peut pas toucher à ces tests. Il faut repartir à la base. C'est pour ça que nous sommes repartis vers les journalistes. On a fait le tour, comme le vice-président l'a dit, le tour des 12 départements pour recueillir l'avis des journalistes sur le code de la déontologie de la presse béninoise. D'accord. Et quand on a fait ce tour, on est revenu pour toucher à ces tests-là, ce qu'ils ont dit par rapport aux tests. Certains ne connaissaient même pas le code. Ça, il faut le dire. Et c'est bien dommage quand même. Oui, c'est bien dommage. Exercer un métier sans connaître les règles qui régissent le métier. Donc on leur a relu le code et ils ont dit, mais à telle partie, on ne comprend pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas?
Et on a recensé tout. Les équipes ont tout recensé par rapport à chaque article de l'ancien code, du code de déontologie de la presse béninoise. Et on en est arrivé à avoir un code, un CDM, un code de déontologie, un code de l'éthique et de la déontologie des médias. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, il fallait donc faire ce préambule, pour ne pas dire ce travail d'histoire qui a entouré, qui a conduit à l'aboutissement de ce nouveau code dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Firmin, est-ce que vous pouvez justement nous dire quelques articulations de ce nouveau test? Alors, le nouveau code, en termes de chiffres, le nouveau code passe à 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits, comme tu le disais déjà. Et il existe désormais, dans ce nouveau code, un petit glossaire pour clarifier la sémantique de certains usages journalistiques et juridiques. Parce qu'il y a des thèmes que les journalistes emploient, où ils ont des difficultés à employer. Quand vous utilisez ces thèmes dans vos articles, dans vos émissions, ça peut vous conduire rapidement devant les barreaux quand peut-être, en tout cas, quelqu'un est arrivé à se plaindre contre vous. Donc, nous avons un petit glossaire désormais dans le nouveau code. Ce petit glossaire qui recense certains thèmes que nous utilisons souvent, c'est là, on les a définis. Et le journaliste peut désormais savoir qu'est-ce qu'on appelle sûreté de l'État ou sécurité de l'État. Quelle différence y a-t-il entre ces deux termes? Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle? Donc, ça existe désormais. On a dans le nouveau code, après ce glossaire, nous avons 12 directives. 12 directives qui sont comme des recommandations que nous avons eu à faire. Oui, le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité, comme l'a dit le conseiller Patrick, sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Ces trois thèmes doivent régulièrement venir certainement au cours de nos formations pour que les journalistes sachent ce que c'est que la mésinformation, par exemple, ce que c'est que la désinformation, ce que c'est que la malinformation. Le nouveau code a tenu grand compte des, excusez-moi du peu, personnes vivant avec un handicap. C'est désormais pris en compte. Le nouveau code a tenu compte de du genre. Oui. La femme a sa place aujourd'hui dans ce nouveau code-là. Et ce n'est dans toute rédaction aujourd'hui où il doit exister désormais la gente féminine, un regard particulier doit être tourné vers la femme en quelque sorte. Le nouveau code a insisté également sur la confraternité. Nous sommes ici maintenant, nous sommes des confrères, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que je cherche votre place, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, peut-être. Je peux vous la céder bien volontiers. je n'en ai pas besoin. Donc, le nouveau code a défini des mécanismes pour empêcher ce genre de choses désormais. Et on le dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Donc, c'est un nouveau code vraiment qui vient améliorer beaucoup de choses dans la vie et dans l'exercice du métier. Très bien. Merci beaucoup à vous, Firmin Gbekang, d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur ce nouveau code donc, de déontologie et d'éthique dans les médias. On s'imagine qu'il y aura forcément une campagne de vulgarisation auprès des confrères pour que ce code-là soit intégré de tous. Nous attendons, en tout cas, la multiplication du code de la part de notre partenaire. Dès que c'est fait, il y aura d'abord la grande campagne de vulgarisation du code. Ça va se faire sur toute l'étendue du territoire national et ne vous inquiétez pas, vous aurez votre code. L'ORTB aura son lot, télévision comme radio. Ne vous en faites pas. Très bien. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Il est prévu même qu'il y ait la traduction dans certaines langues. Oui. Ça, le code sera traduit dans certaines langues nationales. Il y a quelques jours seulement, on a parlé de la journée internationale de l'alphabétisation. Donc, le code a tenu compte des langues nationales. Des langues maternelles. Voilà, des langues maternelles, justement. Le code a tenu compte, en tout cas, sera traduit également dans certaines langues. Nous avons prévu également la version pour
comment vous appelez ça, les malvoyants? Les personnes malvoyantes, la version braille. La version braille. Donc, eux aussi, ils auront leur part. C'est un travail très bien. Qui va satisfaire quand même à 99% la corporation. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Pat. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin à Libre. Merci à toi. Il est l'heure d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Mais avant une pause, le temps d'installer mes francs-parleurs de ce lundi matin. À tout de suite dans un peu plus de 3 minutes.